la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonsoir chers amis, je sors du Palais du Congrès à Paris, à la Porte Maillot, où je viens d'assister à une super conférence d'un grand philosophe et j'ai été ravi de voir que je fais déjà sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, tout ce qu'il a dit, ce grand philosophe mondialement connu. Oui, chers amis, à la fin, après 40 ans d'exercice, on devient des médecins de l'âme. Regardez cette super conférence. À tout à l'heure. Palais du Congrès à Paris. À tous. De la souffrance à l'accompagnement, philosophie et médecine. Oui, parce qu'au fond, tout commence par la souffrance. Pourquoi avons-nous besoin de médecine et de médecins? Parce que nous souffrons, parce que nous mourons. Pourquoi avons-nous besoin de philosophie, mais pas forcément de philosophe? Parce que nous souffrons, parce que nous mourons. Autrement dit, médecine et philosophie sont deux façons d'affronter la finitude, la souffrance, la mort. Ce n'est pas une raison pour les confondre. Et ce que je voudrais essayer, c'est plutôt de penser la différence entre ces deux disciplines, la médecine, la philosophie, leur séparation et éventuellement essayer de les articuler. En médecine et philosophie, c'est une vieille histoire. Elles cohabitent depuis toujours à l'échelle de l'humanité, en tout cas, elles deviennent repérables en Occident à peu près au même moment, autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, autour d'Hippocrate, du corpus hippocratique pour la médecine, autour des philosophes présocratiques pour la philosophie. Simplement, leurs rapports, entre-temps, ont changé. J'ai même le sentiment, c'est par ça que je vais commencer, que les rapports entre la médecine et la philosophie se sont inversés. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous convaincre que la philosophie est une médecine et que la médecine est une philosophie, je n'en crois rien. Et pourtant, les anciens, précisément, pensaient que la philosophie est une médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a une analogie qui traverse toute la pensée antique entre la santé et la sagesse. Une analogie, c'est-à-dire une identité de rapport. Pour les anciens, ce que la santé est au corps, la sagesse l'est à l'âme. La sagesse était simplement définie comme la santé de l'âme. Et comme le but de la philosophie, c'est la sagesse, philosophia en grec, comme vous le savez, c'est l'amour de la sagesse, la quête de la sagesse, puisque la philosophie tend à la sagesse et puisque la sagesse est la santé de l'âme, la philosophie est donc une médecine. C'est la médecine de l'âme. Il y avait donc la médecine pour ce qui est des maux du corps et la philosophie pour ce qui est des maux de l'âme. Je pourrais citer à peu près tous les philosophes antiques qui tous ont assumé cette analogie. Je n'en retiens qu'un pour faire vite, l'un des plus chers à mon cœur, Épicure. Dans la lettre à Ménécée, Épicure écrit exactement ceci: que nul étant jeune ne tarde à philosopher, ni devenu vieux ne se lasse de la philosophie, car il n'est pour personne ni trop tôt ni trop tard pour assurer la santé de l'âme. Autrement dit, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour philosopher, parce qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour se soigner. Bref, il n'y a pas d'âge pour la médecine, les pédiatres et les gérontologues le savent bien,
Et pour la même raison, il n'y a pas d'âge pour la philosophie. Et voilà que cette analogie, pensait la philosophie comme la médecine de l'âme, qui était une évidence pour tous les anciens, non seulement n'est plus une évidence pour nous, mais évidemment, elle est devenue fausse. Pour les anciens, la philosophie était une médecine, c'était la médecine de l'âme, et plus pour nous. Pourquoi? Essentiellement pour trois raisons. La première raison, c'est qu'en cours de route, et spécialement au 19e, 20e siècle, 21e siècle, en cours de route, la médecine est devenue une science ou une discipline scientifique. Ce que la philosophie, bien sûr, ne saurait dans aucun cas devenir. Et du même coup, l'analogie devient totalement fausse, puisque nous avons une médecine scientifique et de plus en plus scientifique, et c'est bien, elle ne le sera jamais trop. Et une philosophie qui est tout aussi peu scientifique qu'elle a toujours été. Et donc l'analogie déjà tombe. La deuxième raison qui fait que nous ne pouvons plus, nous les modernes, considérer la philosophie comme la médecine de l'âme, c'est tout bêtement qu'entre-temps, l'âme a trouvé ses thérapeutes. Ce ne sont pas des philosophes, qui sont des médecins, des psychiatres, parfois les généralistes, éventuellement des psychologues non médecins, mais qui ne sont pas des philosophes. Et donc à nouveau, on ne peut plus considérer la philosophie comme la médecine de l'âme, puisque, si j'ose dire, nous avons des médecins pour ça. Enfin, la troisième raison qui fait que nous ne pouvons plus assumer cette idée que la philosophie serait la médecine de l'âme, c'est que nous savons, nous, les modernes, plus lucides au moins sur ce point, mais justement grâce au progrès de la médecine, nous savons, nous, les modernes, que la sagesse ne se réduit pas à la santé. La sagesse, c'est-à-dire quoi? Disons, l'art de vivre heureux et serein, le plus heureux possible, le plus serein possible, dans la vérité. La vérité, on la connaît jamais toute, mais on en connaît suffisamment pour la distinguer clairement de l'ignorance, du mensonge, de l'illusion. La sagesse, qui est l'art de vivre heureux dans la vérité, ne se réduit pas à la santé, qui est l'art de vivre efficacement dans le réel. Je crois qu'ici, il importe de se méfier de ce que François Georges, à propos de Nietzsche, appelait la pensée sanitaire. La pensée sanitaire, c'est celle qui voudrait que toute pensée, toute philosophie, tende vers une maximisation de la santé. Eh bien, je n'en crois rien. Pour un philosophe, et non seulement pour les philosophes que je suis, mais pour les philosophes que vous avez tous à être, il ne s'agit pas de penser ce qui rend la vie plus facile, plus confortable, plus efficace, plus saine. Il ne s'agit pas, en tout cas pas surtout, de maximiser le bien-être. Il s'agit de penser ce qui paraît vrai. Vrai du point de vue de la philosophie, mieux vaut une vérité qui fait du mal qu'une illusion qui fait du bien. Je dis souvent, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Une fois, je disais ça sur un plateau de télévision devant mon ami Christophe André, médecin psychiatre. Et Christophe me dit pendant l'émission, oui d'accord, mais pour moi, un médecin, c'est un peu différent, je comprends bien. Parce qu'il est en charge de la santé de ses patients, du bien-être de ses patients. Mais un philosophe n'est pas en charge de la santé ou du bien-être de quiconque. Un philosophe, ce n'est pas fait pour vous aider à aller mieux, c'est pour vous aider à penser bien. Bref, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie, disais-je. La philosophie n'est ni un sédatif, ni un euphorisant. Donc voilà les trois raisons qui font que nous ne pouvons plus, nous les modernes, penser la philosophie comme la médecine de l'âme. Parce que la médecine est plus scientifique, parce que l'âme a trouvé ses thérapeutes, et parce que nous savons que la sagesse ne se réduit pas à la santé. Ça ne veut pas dire que nous serions, nous les modernes, tout d'un coup, lucides sur cette différence entre la médecine et la philosophie. J'ai plutôt tendance à penser que nous sommes passés d'une erreur à une autre. Pour les anciens, la philosophie était une médecine. Pour les modernes, pas du tout, pas si bête. Mais beaucoup de nos contemporains sont convaincus
que si la philosophie n'est pas une médecine, la médecine fait une excellente philosophie, voire est la seule philosophie qui vaille. Puisqu'au fond, ce qu'on demandait à la philosophie, c'est la sagesse, la sérénité, le bonheur. Et que de plus en plus, nos contemporains tentent à demander la sagesse, la sérénité, le bonheur, non plus à la philosophie, mais aux médecins, à la médecine. Docteur, je suis triste, fatigué, angoissé. Vous ne pourriez pas me donner quelque chose? Alors comprenez-moi bien, je n'ignore pas que la dépression est une maladie qui peut tuer. Ma mère en est morte, pour tout vous dire, qui se soigne de mieux en mieux, et c'est l'une des bonnes nouvelles de ce temps. Je sais bien qu'il y a des anxiétés pathologiques, des fatigues pathologiques. Mais je sais aussi qu'il y a des malheurs, des tristesses, des fatigues, des angoisses qui ne sont pas pathologiques, qui ne sont pas des maladies. Disons plus, il est normal et non pathologique d'être parfois angoissé, fatigué ou triste. Cela fait partie de la condition humaine. Cela fait partie de la santé. L'humanité n'est pas une maladie. Comment la médecine pourrait-elle nous sauver? Or, ce qui me laisse perplexe, c'est que j'ai le sentiment que nous sommes en train d'assister, en raison même des progrès de la médecine, dont on ne se félicitera jamais assez, mais nous sommes en train d'assister à une médicalisation de l'ensemble de notre vie, voire de l'ensemble de notre société. Je crains que nous soyons en train de dériver, moins du fait des médecins que du fait d'une demande sociale qui est très forte, vers ce que j'appellerais volontiers un pan-médicalisme. Vous savez que to pan en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par pan-médicalisme, c'est une civilisation, une société de plus en plus dominée par le seul idéal de la santé, et donc soumis de plus en plus à la seule efficience de la médecine. Alors ce pan-médicalisme, ça n'a pas toujours été vrai, mais ça ne date pas non plus forcément d'hier. La première occurrence que j'en connais, puis je n'ai pas fait non plus des recherches systématiques, c'est une formule de Voltaire au XVIIIe siècle. Voltaire écrit quelque part assez joliment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Vient le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen au service de ce but suprême que serait la santé. On assiste à un renversement considérable par rapport à au moins 25 siècles de civilisation, où l'on considérait à l'inverse que la santé était un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen au service de ce but suprême qu'était le bonheur. Cette boutade de Voltaire, c'est l'occurrence la plus ancienne que je connais de ce que j'appelle le pan-médicalisme. Une autre bien plus récente, il y a quelques années, j'ai vu dans un magazine un dessin de santé. Le dessin en pleine page représentait une église gothique dessinée de l'intérieur, très bien dessinée, bien sûr, c'était un dessin de santé. Sauf que l'église était vide. Enfin, l'église était vide, sauf que devant l'autel, il y avait une petite bonne femme toute seule, le sac à main serré contre la poitrine, en train de prier, en train de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui disait au bon Dieu? Elle lui disait exactement ceci: mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que des fois, je voudrais vous appeler docteur. Dieu est mort, vive la sécu. Donc, bien sûr, Voltaire ou Sampé, ce sont des boutades, mais qui disent quelque chose sur l'air du temps et sur cette idéologie pan-médicale qui, encore une fois, est d'abord une demande sociale, mais disons à laquelle le corps médical ne résiste pas toujours avec autant d'énergie qu'on pourrait le souhaiter. J'en veux pour preuve la fameuse définition que l'OMS donne de la santé. Alors c'était dans l'enthousiasme de la libération, hein. C'est donc une définition humaniste, plutôt de gauche, je crois que c'était 46, 48, je ne sais plus bien.
La santé, nous dit l'OMS, donc je cite, hein, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Non, ça serait trop simple. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social. Un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social. Ben, je vais vous dire, si la santé c'est ça, pour ce qui me concerne, je ne suis pas plus malade qu'un autre, pas moins, mais pas plus. Si j'ai 67 ans, si j'ai connu depuis ma naissance 3 jours de santé, sincèrement, c'est un strict maximum. Reconnaissons que les états de complet bien-être physique, psychique, affectif et social, c'est quand même une formidable exception. Et puis surtout, si la santé c'est ça, ben ça veut dire qu'il y a dans notre pays 4 ou 5 millions de chômeurs ou d'exclus qui relèvent d'urgence de la médecine, puisqu'ils ne sont pas en bonne santé. Sauf à considérer, là, le paradoxe serait audacieux, que les chômeurs et les exclus jouissent d'un parfait bien-être physique, psychique, affectif et social. Bref, Dieu est mort, Marx est mort, vive le Prozac. Sans dire du mal, en général, des psychotropes. Vous ne faites pas partie des adversaires des psychotropes, mais vous comprenez bien que quand c'est la société qui est malade, je compte davantage sur la politique que sur la médecine. Donc, gardons les psychotropes pour ceux qui en ont besoin. Alors, le problème, c'est que cette place de la médecine dans notre société, cette tentation pan-médicale, ne peut en vérité que s'accroître, en raison même des progrès de la médecine. Progrès fabuleux dans votre discipline, la cardiologie notamment, mais pas seulement. Parce que ces progrès font que la limite entre le normal et le pathologique a toujours été une limite floue, poreuse, approximative, ce qu'elle est toujours. Mais maintenant, autre chose, cette limite se déplace en raison même des progrès de la médecine. Quelques exemples pour illustrer ce point. Je parlais il y a quelques temps avec un de mes amis qui a mon âge, et dans la conversation, je lui demande des nouvelles de sa mère, que je connais un tout petit peu. Une femme qui doit avoir 85 ans. Il me dit, écoute, elle va très bien. Elle va étonnamment bien, elle est gaie, tonique, dynamique. Tous mes amis me disent, mais quelle chance tu as d'avoir une mère comme ça. Puis mon ami se tait 2 secondes et soudain il ajoute, bon, cela dit, elle est sous Prozac depuis 15 ans. Ça m'intéresse. Je ne conteste pas du tout l'ordonnance du médecin, sans doute un généraliste plutôt qu'un psychiatre. Peut-être bien qu'il y a 15 ans, il était en effet dépressif. Mais d'évidence, la femme qu'il me décrit n'est plus dépressive, apparemment depuis très longtemps. Sauf que la même molécule, qui est susceptible de soigner les troubles de l'humeur, comme disait le psychiatre, a toutes les chances de pouvoir aussi améliorer les humeurs normales. Sauf que du coup, ça pose une question abyssale. Qu'est-ce que c'est qu'une humeur normale? Deuxième exemple, je me souviens quand ils ont lancé le Viagra, ça avait fait beaucoup de bruit dans le Landerneau, un médicament contre l'impuissance, pensez, et donc le laboratoire leur mettait une table ronde, dans laquelle il y avait un urologue, un sexologue, un psychiatre, un généraliste, et il fallait un candide, un philosophe, c'était moi. Je ne sais plus du tout ce qu'on s'est dit pendant la table ronde, mais je me souviens qu'après la table ronde, on est tous allés ensemble boire un pot au bistrot. Et je demande à l'urologue de service, un homme à l'époque d'une 50aine d'années, je lui demande, mais vous-même, sur vous-même, le Viagra, vous avez essayé? Il me répond, bah oui, bien sûr. Je lui demande, et alors? Il me répond, bah alors, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la même molécule qui est susceptible de soigner les troubles érectiles, et on ne va pas s'en plaindre, messieurs, a toutes les chances de pouvoir améliorer aussi les érections normales. Sauf que ça pose une question, là encore abyssale, que nous sommes plusieurs dans cette salle à nous poser depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une érection normale? Et dès lors qu'on peut envisager la conjonction des deux,
Prozac, hein, du Prozac, comment je l'ai passé, je pense qu'il y a d'autres molécules, mais Prozac, Viagra. Imaginez la petite pilule bleue ouverte que vous prenez tous les matins, sans effet secondaire, sans accoutumance, qui vous plonge pour 24 heures dans un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social, avec des érections et des orgasmes que vous ne pourriez pas rêver aujourd'hui. Lequel d'entre nous refuserait d'écouter? Et combien d'entre nous refuseront de s'y habituer? Sauf que, alors ça pose 3 questions. 1, une thérapie, en l'occurrence une molécule, mais après tout pour imaginer un cœur artificiel bien plus performant que l'autre. Quand il s'agit non plus de soigner une pathologie, mais d'améliorer un état normal, est-ce que c'est encore de la médecine ou est-ce que c'est déjà du dopage? Deuxième question, où va-t-on s'arrêter? Et ça pose la question du post-humanisme, du transhumanisme. Parce que si on envisage de modifier, d'améliorer l'état normal, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. Et la logique de l'homme augmenté, ça nous amène tout droit vers le transhumanisme. C'est-à-dire une autre espèce, à la limite, que l'espèce humaine, une espèce humaine tellement modifiée, tellement augmentée, tellement améliorée, que ça ne serait plus ce que nous sommes. Et puis, troisième question, qui va payer? Parce que ceux qui nous annoncent, je pense à Laurent Alexandre, que j'aime bien, par ailleurs, une belle intelligence, mais la mort de la mort, qui n'adviendra évidemment jamais, mais on peut au moins rêver. Alors, dans son livre, il annonce que peut-être qu'on va vivre 1000 ans, ce n'est pas si forcément souhaitable, mais à quel coût et pour qui? Et je crois que cette question est importante, parce que je sais bien que les médecins que vous êtes se plaignent toujours du manque de moyens. Et c'est vrai que la médecine coûte, et c'est vrai que les ressources, par définition, sont limitées. Mais surtout, si on demandait à la médecine quelque chose de possible, on pourrait se demander combien ça va coûter. Bon, imaginons qu'on décide un grand débat national, puis bon, ça serait bien que la moyenne de vie en France soit de 4, l'espérance de vie soit de 90 ans en 2050. On pourrait demander aux experts combien vous mettez sur la table dans le budget de la nation pour qu'on arrive à 90 ans d'espérance de vie moyenne en 2050. Mais ce n'est pas ça la question. Parce que ce que les gens demandent à la médecine de plus en plus, c'est ne pas souffrir, ne pas vieillir, ne pas mourir. Autrement dit, l'impossible. Et dès lors qu'on demande l'impossible, par définition, on n'aura jamais assez de moyens. Et donc le trou de la Sécu, non seulement il n'est pas conjoncturel, mais il n'est même pas structurel, il est essentiel. Par définition, nous n'aurons jamais assez de moyens, puisqu'on demande à la médecine quelque chose que de toute façon, elle va faire. Petite parenthèse, beaucoup de médecins m'ont dit que sur tout l'argent que vous et moi nous coûtons à la Sécu, de la naissance à notre mort, nous lui en coûtons la moitié pendant les 6 derniers mois de notre vie. Certains médecins me disent c'est plutôt les 3 derniers mois. Je ne suis pas médecin, je suis un candide ici parmi vous. Vous me permettrez de vous dire que ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas dépenser 50% de l'argent qu'on dépense pour la santé pour 3 ou 6 mois d'agonie. Ça serait 6 mois de bonheur, soit, mais le plus souvent. Le nombre de fois où j'entends, et encore plus récemment, dans ma belle famille, où des vieillards qui ne reconnaissent plus leurs enfants depuis des années, qui sont Alzheimer au dernier degré, bénéficient, si je veux dire, d'opérations incroyablement coûteuses, pour un gain en espérance de vie qui est très court, mais surtout d'une vie dont la plupart d'entre nous ont préféré être dispensés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de financement de la médecine, mais ça veut dire que ça relève aussi d'un choix, qui n'est pas le choix des médecins seuls, que notre choix à tous en tant que citoyens.
Bref, ne croyez pas que ce soit uniquement parce que nous avons de mauvais politiques. Je pense qu'on n'a pas de si mauvais politiques que ça. Mais n'espérez pas que c'est en changeant tel ou tel chef d'État ou de gouvernement que vous sortirez de vos difficultés. Le problème est infiniment plus grave que ça. Vous savez ce qu'on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est paradoxal, parce qu'en principe, un prix, ça mesure un coût. Oui, mais c'est que ce n'est pas la même santé. Parce que la santé qui n'a pas de prix, pour moi, c'est la mienne et celle de mes enfants. Celle qui a un coût, c'est la vôtre. Et donc, comme ce n'est pas moi qui paye, mais la nation, la collectivité, c'est à la collectivité de décider quel est le coût acceptable. Le financement de la santé ne saurait en aucun cas dépendre du corps médical. C'est une question politique que seul le peuple souverain peut trancher. Mais comme la santé n'a pas de prix, le peuple souverain continuera à vous demander l'impossible, en ne vous donnant pas les moyens de faire tout le possible. Bon courage à tous. Alors, j'en viens maintenant, j'ai intitulé la différence entre la médecine et la philosophie, je voudrais maintenant insister sur leur articulation. Au fond, qu'est-ce que c'est que philosopher? Pour aller au plus court, je dis souvent, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Et bien sûr, ça vaut pour tout le monde. Hein. La philosophie, ce n'est pas d'abord une discipline universitaire, c'est d'abord une dimension constitutive de la condition humaine. Dès lors que nous sommes doués et de vie et de pensée, la question se pose pour tout le monde d'articuler l'une à l'autre ces deux dimensions. Et donc, bien sûr qu'en tant que médecin, vous devez aussi philosopher comme n'importe qui. Je voudrais terminer sur l'idée que vous devez philosopher comme n'importe qui, mais aussi plus et mieux que la plupart des gens. Autrement dit, parce que vous êtes médecin, vous avez besoin, plus que d'autres, de philosophie. Pourquoi? Essentiellement pour trois raisons qui sont trois confrontations. Première confrontation, ce que j'appelle la confrontation au pire, qui fait de la médecine un métier tragique. Qu'est-ce que c'est que le tragique? Aristote disait, le tragique, c'est la crainte et la pitié. Et tragique, ce qui suscite la crainte et la pitié. Ben, vous êtes confronté perpétuellement à la crainte et à la pitié. Donc, quant à moi, quand je rentre dans un grand hôpital, je suis toujours angoissé par l'immensité de situations pitoyables ou effrayantes. Parce que quand on va voir un médecin, fût-ce son généraliste, mais a fortiori son cardiologue, il vous demande qu'est-ce qui vous amène. La réponse, forcément, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. On ne vient vous voir que parce que ça ne va pas. Et spécialement pour la cardiologie, ou tous ceux qui travaillent en hôpital, quelle que soit leur spécialité, vous êtes confrontés professionnellement à l'extrême souffrance, à l'extrême détresse, à l'extrême angoisse, à la mort possible à court terme, au handicap, à la souffrance. Que dire à l'enfant qui souffre? Que dire à l'adolescent qui va mourir? Que dire aux parents de cet enfant ou de cet adolescent? Et à celui qui ne marchera plus jamais. Et à celui dont le cœur est en bout de course, qui attend peut-être une greffe improbable, voire impossible. Celui qui commence un Alzheimer ou une sclérose en plaques. Le jeune homme de 20 ans qui entre dans une schizophrénie. Voilà, vous êtes confronté professionnellement à ce que la vie comporte de plus fragile, de plus douloureux, de plus angoissant, de plus atroce parfois. Vous travaillez, et spécialement vous, les cardiologues, vous travaillez sur la ligne de front entre la vie et la mort, sur la ligne de feu entre la santé et la maladie. J'ai presque envie de vous transmettre le salut chaleureux d'un planqué de l'arrière.
Parce que je vous jure bien qu'il vaut bien mieux faire cours de philosophie à la Sorbonne qu'essayer de sauver des vies dans nos hôpitaux. En tout cas, pour ce qui est du confort psychologique, dans le grille d'un état de complet bien-être, etc. Donc voilà, première raison qui fait que vous avez besoin de plus de l'autre philosophie, c'est que vous êtes confronté perpétuellement au pire, votre métier est un métier tragique. Deuxième raison, deuxième confrontation, la confrontation à l'autre, qui fait de la médecine un métier éthique. Simplement parce que vous travaillez sur des êtres humains. Autrement dit, votre objet de travail, ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Rappelons avec Aristote, fils d'un médecin et d'une sage-femme, que le médecin est là pour soigner non pas une maladie, mais un malade. Un sujet. Alors, il n'y a pas de sous-métier, c'est entendu, mais enfin, tout de même, être médecin, ce n'est pas la même chose qu'être vétérinaire. Et être vétérinaire, ce n'est pas la même chose qu'être plombier. Alors, ça ne veut pas dire qu'un plombier n'ait pas besoin d'éthique. Quand il a changé le joint d'un robinet chez une vieille dame, il ne doit pas l'escroquer, oui, mais ce n'est pas sur la vieille dame qu'il travaille, c'est sur le robinet. Donc, vous travaillez sur la vieille dame, sur le jeune homme, sur le petit enfant. Votre objet de travail est un sujet. Vous faites donc l'un des très rares métiers qui soit essentiellement éthique. Et c'est pour ça que la médecine est un art, et pas seulement une science ou une technique. Un art, c'est quoi? C'est quelque chose dont la fin est fière, la finalité, fait partie de sa définition. C'est très rare. Vous prenez l'électricité, c'est une technologie bien connue, que vous en serviez pour faire marcher, je ne sais pas, un appareil médical, ou pour assassiner quelqu'un en mettant un fil électrique dans sa baignoire, ça ne change rien aux lois de l'électricité. On se sert d'un marteau pour planter un clou, pour fracasser un crâne, on se sert d'un bistouri pour opérer, sauver une vie ou pour assassiner quelqu'un, ça ne change rien. Et donc, le plus souvent, la finalité d'une technique ne fait pas partie de la définition de cette technique. Qu'on se sert de l'informatique pour rendre service aux gens ou au contraire pour les escroquer, c'est toujours de l'informatique. Alors que prétendre se servir de la médecine pour nuire aux gens, un fameux serment d'Hippocrate, ne nuira pas. Ce n'est pas faire de la mauvaise médecine, c'est ne plus faire de médecine. Ce que je veux dire, c'est que le cynisme Mengele, ce toubib allemand, qui se servait de ses connaissances médicales, biologiques, pour torturer des prisonniers, des déportés, ou pour faire sur eux d'atroces expériences, il faisait peut-être à ce moment-là de la biologie, il faisait peut-être de la neurologie. Il ne faisait en aucun cas de la médecine. Et donc la dimension éthique fait partie de l'essence même de votre métier, et c'est pourquoi votre métier, encore une fois, est aussi un art. Enfin, troisièmement, la confrontation à soi, qui fait de la médecine un métier solitaire. Alors, je sais que je choque souvent les médecins qui disent ça, surtout les médecins qui travaillent en hôpital, parce qu'en hôpital, on n'est jamais seul, on travaille en équipe. Oui, bien sûr, mais travailler en équipe, ça ne dispense pas de pouvoir se regarder le matin dans la classe. Autrement dit, ne confondons pas la collégialité et l'irresponsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est nous. C'est inacceptable dans tous les corps de métier. Ça vaut pour les médecins comme pour les autres. Une décision prise en équipe, comme c'est presque toujours le cas à l'hôpital, ne saurait exempter chacun de ceux qui ont fait part à cette décision de sa propre responsabilité. Et puis surtout, de la souffrance à l'accompagnement. Le thème qu'on m'avait proposé. On n'est pas accompagné par une équipe, on est accompagné par des individus. Et dans la mesure où chacun assume cette dimension individuelle de la relation. Personne n'est accompagné par une institution, l'hôpital. Personne n'est accompagné par un staff. Je me souviens, il y a 3 ans maintenant, j'ai fait une pneumonie, puis l'image au scanner restait un peu inquiétante. Bref,
Ils ont craint pendant plusieurs mois, 6 mois, c'était long quand même, que j'ai un cancer du poumon, que je n'avais pas finalement. Alors, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils ne trouvaient rien, mais l'image n'était pas belle. Et à un moment, ma neurologue à l'hôpital me dit « On a parlé de vous au staff, on a décidé de vous laisser tranquille. » J'étais très content. Sauf que celle qui m'a accompagné, ce n'est pas le staff, c'est ma neurologue. Et je lui ai ségré d'avoir assumé cette dimension singulière. Ce qu'on appelait traditionnellement, je ne sais pas si l'expression est encore en cours parmi vous, le colloque singulier entre le médecin et son patient. Singulier. C'est un tête-à-tête, c'est un face-à-face. Attention de ne pas dissoudre la singularité de ce colloque, qui au fond est un dialogue de mortel à mortel, une rencontre entre deux solitudes. Attention de ne pas dissoudre la singularité de ce colloque dans l'anonymat d'une institution ou d'une équipe. Travailler en équipe, c'est très bien, ça ne dispense pas d'assumer la singularité individuelle d'une relation. A fortiori, ne comptez pas sur l'intelligence artificielle, dont je ne dis pas qu'elle ne peut pas être utile, apparemment elle va être très utile, y compris dans certaines spécialités médicales. On parle de la radiologie, par exemple. On aurait bien tort de ne pas utiliser cet outil s'il est performant. Mais ce n'est qu'un outil. On parle d'accompagnement, personne ne sera accompagné par un algorithme. Et donc tout commence par la souffrance, mais tout continue par l'accompagnement. Et cet accompagnement, il relève une relation d'individu à individu, de mortel à mortel. Vous le savez bien. Sauf que là encore, les conditions d'exercice de votre métier font, et puis aussi les différences individuelles et puis la fatigue, font que ça n'est pas toujours vécu avec autant de soin, d'attention, d'humanité qu'on pourrait le souhaiter. Je dis souvent aux médecins, ne laissez pas le monopole de la douceur aux médecines dites douces. Vous faites de la hard médecine, si je veux dire, et c'est tant mieux. C'est partie de la spécialité qui a le plus progressé. Vous sauvez des vies quotidiennement, c'est formidable. Mais ne laissez pas le monopole de la douceur aux médecines douces. Ne comptez pas sur un algorithme, sur l'intelligence artificielle, ni même sur une institution unique pour tenir lieu d'humanité. La médecine ne sera jamais trop scientifique, jamais. Ne sera jamais trop technique. Mais il arrive, c'est vrai, qu'elle ne soit pas assez humaine. Il faut donc tenir bon et sur l'exigence de scientificité, de technicité, mais aussi, évidemment, sur l'exigence plus ancienne, plus traditionnelle, mais tout aussi cruciale, d'humanité. Alors, en conclusion, vous savez, il y a une phrase de Freud qui m'amuse et me donne à penser à la fois. Freud dit quelque part, la psychanalyse, cela ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas comprendre le formidable progrès que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Parce que dans la souffrance névrotique, on est prisonnier de ses symptômes, de sa névrose, de son inconscient, de son enfance, que sais-je. Le malheur banal, on peut se battre. Eh bien, je dirais volontiers de même pour la médecine. La médecine, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance pathologique à un malheur banal. Et du même coup, la question qui se pose, aussi bien face à Freud que face à vous tous, c'est bon, mais d'accord, mais alors une fois que je suis dans le malheur banal, donc tant que je ne suis pas malade, ou une fois que je suis guéri, qu'est-ce que je fais? Ben, ma réponse, c'est tu fais de la philosophie. Comment dire, la philosophie commence là où la thérapie s'arrête. Vous allez me dire quelle philosophie? J'imagine un peu d'ironie, c'est telle ou telle, quelle philosophie? Bien sûr, la sienne. Bien sûr que non. Quelle philosophie? La vôtre. Justement parce que la philosophie n'est pas une science. Ou pour dire autrement, comme les mathématiques sont une science, je n'ai aucune raison de faire des mathématiques moi-même.
puisque je trouverais par hypothèse le même résultat que n'importe quel matheux aussi compétent que moi. Comme la médecine est pour une large part scientifique, je n'ai aucune raison de faire de la médecine moi-même. Comme la philosophie n'est pas une science, comme il y a à peu près autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents, personne ne peut philosopher à votre place. C'est pourquoi je dis souvent, les philosophes ne sont pas les femmes de ménage de l'esprit. J'entends par là qu'on embauche une femme de ménage pour n'avoir pas à faire le ménage soi-même. Eh bien, ça serait se tromper du tout au tout, que de croire que vous allez embaucher un philosophe, lire un philosophe, pour n'avoir plus à philosopher vous-même. C'est le contraire qui est vrai. Lire un philosophe, écouter un philosophe, ça n'a de sens que dans la mesure où ça vous aide à philosopher vous-même. Et c'est bien sûr la seule chose qui compte. J'aminerai en disant que de ce point de vue, la seule différence entre vous et moi, puisque nous avons tous à penser notre vie, à notre pensée, nous avons tous à philosopher. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'être médecin. Je n'ai pas besoin d'être cardiologue. D'autant plus que dans le domaine, je crois encore moins à l'automédication qu'ailleurs. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'être cardiologue, alors que vous avez besoin. Et vos patients ont besoin que vous soyez philosophe. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions, que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre, le partage. Merci. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.